Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous allons souligner le premier anniversaire de l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, qui était un moment historique, un moment très émotif. Nous n'allons pas tenter de faire un bilan parce que c'est un an depuis l'élection, c'est pas un an depuis le début de sa prise de fonction. Ça, c'était en janvier, donc on va attendre un petit peu. Mais nous allons prendre prétexte de cet anniversaire pour analyser de deux façons les États-Unis qui se transforment sous Barack Obama. D'abord, nous avons deux experts qui vont discuter de la façon dont cette présidence utilise Internet, utilise les nouveaux médias, utilise la vidéo et va essayer de tester, on va discuter de la question de savoir si la présidence Obama est aussi transparente qu'elle le dit. Vous allez voir, c'est une discussion qui, moi, m'a surpris parce que nos experts disent que cette transparence est plutôt factice. Alors, deux témoins, Charles Noble, qui est directeur du département de sciences politiques à l'Université de Long Beach, et notre collègue Sorel Friedman, qui est du département d'études anglaises. Pour la deuxième partie de l'émission, nous allons discuter des guerres culturelles sous Obama. Vous savez, aux États-Unis, il y a toujours des grandes discussions sur la place d'Hollywood, la musique, le rap. C'était un débat qui était très dominé par la droite, qui rejetait la permissivité de ces modes d'expression. Qu'en est-il maintenant? Bien, on en discute avec Greg Robertson, qui est professeur à l'UQAM de questions américaines, et avec Robert Schwarzwald, qui est directeur du programme d'études anglaises ici à l'Université de Montréal. Et c'est ma collègue Christine Fréchette de la chaire d'études américaines qui va diriger cette entrevue. Alors, passez une bonne heure avec deux facettes des États-Unis sous Barack Obama. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le président Barack Obama a dit à ses conseillers qu'il avait une priorité absolue. Était-ce l'Irak? Était-ce la crise économique, la réforme de la santé ou une action sur les changements climatiques? Probablement tout ça. Mais dans la liste, il a dit qu'une de ses priorités absolues était l'utilisation des nouveaux médias, Internet, les réseaux sociaux, YouTube, dans la communication que lui, président Obama, voulait faire avec la population américaine. Alors, on a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle et après de l'utilisation très habile qu'avait fait Barack Obama, le candidat de ces nouveaux médias. Qu'en est-il depuis son élection? Pour en discuter, j'ai deux invités. D'abord, Sorel Friedman. Bonjour, merci d'être venu. Alors, Sorel, vous êtes responsable des cours de langue au département d'études anglaises. Vous avez reçu plusieurs honneurs en termes pour souligner votre grande capacité pédagogique. Et même, vous avez reçu l'an dernier le National Teaching Fellowship, qui est le prix canadien le plus prestigieux en matière d'enseignement. On vous en félicite et c'est à l'Université de Montréal que ça se passe. Merci. Et vous avez donné, dans le cadre de l'école d'été sur Obama, une conférence sur ce thème. Et nous accompagne aussi Charles Noble. Merci d'être avec nous, Charles. Avec plaisir. Alors, Charles, vous êtes directeur du département de sciences politiques de California State University à Long Beach et vous avez été co-titulaire de ce cours d'été sur Obama. Et vous avez eu 100% dans les évaluations des étudiants. Alors, je tiens à souligner, donc on a deux excellents pédagogues avec nous aujourd'hui. Et vous êtes là aussi parce que vous êtes tous les deux, enfin pour des raisons professionnelles, vous étiez mis sur les listes d'envoi du candidat Obama pendant la campagne, vous Canadiennes, vous Américains, et vous continuez donc depuis à recevoir de l'information. Alors Sorel, dites-nous, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce que le président veut de vous? C'est pas qu'il veut quelque chose de moi, c'est une façon, je crois, pour me fournir des informations ponctuelles. Par exemple, je peux recevoir un courriel qui dit aujourd'hui à midi, il y aura une conférence de presse en direct. Alors, si vous voulez voir la conférence en direct, vous pouvez cliquer ici. Ou bien il y aura comme une espèce de town hall en direct. Et si vous voulez participer en ce moment, entre midi et 1h à une certaine journée, vous pouvez soit regarder en direct, en ruissellement streaming vidéo ou audio, ou bien vous pouvez envoyer des questions pour le président. Alors, c'est une méthode d'interagir avec Obama, avec sa Maison-Blanche, de façon ponctuelle, de façon immédiate. Vous recevez combien de messages par semaine, à peu près? Disons 1 par jour ou 2 par jour, mais c'est pas énormément. Je reçois plusieurs types de messages d'autres courriels, mais pas énormément. C'est pas ingérable.
Et vous, Charles, qu'est-ce que vous recevez? On demande des choses de moi. Peut-être parce que j'habite en Californie, je reçois des courriels qui me demandent, peut-être je peux téléphoner à mes représentants pour apporter mon soutien à un projet de loi ou demander une réponse à un enjeu chaud en ce moment. Donc, aussi, il y a des réseaux qu'on a créés autour de cette liste, des réseaux des partisans. Et les partisans suivent après avec les courriels qui annoncent les réunions et la possibilité peut-être d'une manifestation. Donc, c'est pas seulement la liste Obama, c'est aussi d'autres listes qui ont été créées. Vous avez écrit, Charles, au sujet des néoconservateurs, je cite votre dernier ouvrage, From Neoconservative to the New Right, American Conservatives and the Welfare State. C'est publié à New York University Press. À l'époque, la droite avait été la championne d'utilisation du direct mail, donc de tout ce courrier qu'on recevait. Maintenant, c'est Obama, les démocrates et Obama qui sont les champions du courriel. Est-ce que on peut dire, c'est tôt, mais quand même, dans certains de ses combats pour faire adopter son plan de relance économique ou dans son combat pour la réforme de la santé, où il a beaucoup sollicité les membres de son réseau, est-ce qu'on peut discerner déjà un impact? Oui, je crois qu'en fait, les courriels ont remplacé le courrier et on peut récolter maintenant beaucoup d'agents dans cette façon. Mais je ne suis pas certain que l'impact de mon soutien, du soutien d'autres partisans sur le combat dans le Congrès. Bon, parce qu'on se souvient des membres du Congrès, des sénateurs hésitants sur certains sujets, disaient, bon, mais j'ai reçu 20 000 lettres. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui... Est-ce qu'en ce moment, on n'a pas donc d'avis de dire, bon, il y a tellement eu de courriels, il y a tellement eu d'appels que j'ai changé mon vote sur un sujet important? Mon représentant est un démocrate. Oui. Il est pour Obama. Ça ne fait rien pour lui envoyer des courriels. Sauf qu'il y a certains sénateurs démocrates qui ne veulent pas voter sa réforme de la santé, sa réforme du changement climatique. Donc, juste les représentants au centre. C'est le cible, en fait. C'est la cible, voilà. Donc, vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. Vos représentants sont trop pro-Obama pour qu'on vous demande de vous mobiliser. Alors, Sorel, il y a un autre phénomène, c'est l'utilisation de la vidéo par le président Obama. Bon, évidemment, il y avait des vidéos sur le site de la Maison-Blanche à l'époque de George Bush, des conférences de presse, tout ça. Bon, tout le monde a suivi un peu le mouvement. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant avec Obama? Ce qu'il y a de différent maintenant, c'est que nous avons toute une démographie des gens qui, entre l'âge de, disons, 18 ans et 24 ans, qui agit avec le monde dans une façon visuelle et surtout avec l'Internet, avec YouTube et tout ça. Et pour eux, c'est pas seulement le contenu, mais la façon dont le contenu est diffusé. Et le contenu peut être envoyé et partagé par des partisans, par des gens, par des jeunes personnes. Ils peuvent mettre une vidéo qu'ils voient sur le site de whitehouse.gov, sur leur page de Facebook ou sur Twitter, tout ça. Et ça peut créer une situation qu'on dit viral. Alors, donc, la vidéo devient un virus, se propage sur la toile. Oui. Vous dites que 84% des jeunes Américains de 18 à 24 ans ont une page Facebook. Je crois soit une page Facebook, soit une page MySpace. Facebook est devenu un peu pour les vieux personnes comme moi. Ah oui. Et MySpace est un peu pour les gens qui sont un peu plus jeunes. Mais ce qui me surprenait chez mes étudiants, c'est que les gens de cet âge-là n'utilisent presque peu le courriel comme méthode de communication. Le courriel est déjà dépassé. Pour nous qui essayons de maîtriser le courriel, c'est un peu frustrant de savoir que c'est déjà dépassé, mais c'est text messaging, Twitter, Facebook et d'autres peut-être outils sociaux que je n'utilise pas, je ne connais pas. Et puis donc, on note aussi que parmi Twitter, alors il y a quelques mois, peu de gens de notre génération savaient ce que c'était, mais quand on va sur la page Twitter de Barack Obama,
on se rend compte que c'était un des premiers utilisateurs. Il était dans la première génération, compte tenu de sa date d'entrée en service. Oui. C'est surprenant et pas surprenant parce que je crois que le succès que Barack Obama avait avec ces nouvelles technologies, c'est pas que lui-même, c'est un adopteur précoce, c'est qu'il est le type de personne qui connaît les gens et qui sait déléguer. Alors, il a cherché des personnes qui sont des utilisateurs précoces. Il connaît des personnes. Il a les moyens, il a le pouvoir de demander, de poser des questions à des personnes qui savent des réponses qui peuvent... Il est bien conseillé, bien entouré. Exactement. Alors, on va quand même dire à ceux de nos auditeurs qui savent pas encore ce qu'est Twitter, c'est un système de message électronique de 47 caractères maximum. 140. 140? 140, oui. Bon, vous voyez, vous en savez mieux que moi. Oui. Et donc, on peut envoyer un petit message, je viens d'arriver, ou vous pouvez aller sur ce site pour voir quelque chose. Donc, bref message pour tenir au courant des derniers développements. Mais, donc, là où je veux vous amener, c'est que sur le site de la Maison-Blanche maintenant, il n'y a pas que la conférence de presse ou l'événement, mais il y a aussi le making of. Oui, c'est un peu behind the scenes qui nous donne un type d'intimité avec le président. C'est comme les vidéos qu'on pouvait voir ou les émissions qu'on a vues avec Jackie Kennedy qui nous fait un tour de Maison-Blanche dans les années 60. Et maintenant, on a beaucoup de behind the scenes, on a beaucoup d'accès au président. On a vu ses enfants, on a vu l'histoire avec le chien. C'est pour humaniser un peu le président, pour dire aux gens, je suis un homme de famille comme vous autres, j'ai les mêmes préoccupations avec ma famille, mais surtout aussi, j'ai des préoccupations de mon travail qui est de mener la Maison-Blanche et tout ça. Charles, il y a un événement récent, un comique américain, Stephen Colbert, qui se fait passer, en fait, très ironiquement pour un conservateur, est allé en Irak pour soutenir les troupes. Et là, il y a eu une intervention du président. Racontez-nous ce qui s'est produit. Oui, mais on s'est fait raser ses cheveux pour impressionner les troupes comme soldats. Mais je vais ajouter quelque chose. C'est une sorte d'intimité, mais intimité fausse. Il faut souligner cette question parce que toujours les présidents essaient de créer l'impression qu'ils sont liés directement aux électeurs. Et maintenant, c'est une nouvelle étape, peut-être. Mais ça reste le problème parce que les électeurs croient qu'ils sont branchés, liés, qu'ils peuvent distinguer le vrai homme, femme, d'autres politiciens. Mais c'est pas assez. Je m'inquiète, en fait. On ne peut pas être contre les nouvelles technologies informatiques. C'est inutile. Mais en même temps, il faut dire que il y a un conflit ici entre la forme et le fond, je crois. Et quand l'information vient sous forme de divertissement, on peut demander si on peut approfondir les enjeux. Et c'est quand Obama se montre comme juste un autre mec qui est en train de gouverner l'État, c'est faux. Alors, je vais juste mettre en situation pour les auditeurs et puis arriver au point que vous soulevez qui est essentiel. Donc, dans cette mise en scène, dans cette volonté d'utiliser les nouveaux médias, donc Stephen Colbert est un comique, il va en Irak et il fait une mise en scène où le président intervient comme par satellite pour ordonner au général qui est là de raser la tête de Colbert. Alors, c'est sympathique. C'est pas la première fois qu'un président américain participe à une émission d'humour. On le voit au Québec constamment avec Infoman, etc. Mais là, ensuite, sur le site de la Maison-Blanche, et c'est grâce à vous, Sorel, que j'ai découvert ça, on voit que l'équipe de tournage de la Maison-Blanche a produit un making-of de quand Stephen Colbert est venu à la Maison-Blanche pour faire tourner la scène par le président. Et ce n'est pas le rôle de l'État, normalement, de tourner des making-of. Ils en ont fait un autre sur la journée avant la célébration de l'inauguration. Et c'est donc la Maison-Blanche qui est devenue un genre de mini-studio produisant de l'intimité, et peut-être l'intimité factice. Et là, je reviens à la question que Charles pose avec acuité.
le candidat Barack Obama avait promis la transparence gouvernementale. Alors ça, c'est pas de la transparence, c'est de la mise en scène. Ouais. A-t-il livré sur le fond de rendre l'État américain vraiment transparent? Il a déjà rejeté l'idée de faire plus transparent beaucoup de domaines parce qu'il résiste maintenant disperser l'information sur la torture ou sur la question de la responsabilité de le vice-président Cheney dans ce cas de l'espion ou l'espionnage avec Valerie Plame. Oui, c'est une. Oui. Donc, est-ce que le vice-président Cheney avait contribué à ce que soit révélé le fait que Mme Plame était une agente de la CIA, ce qui est un délit, parce qu'il ne faut pas révéler ça. Donc, le président a refusé de quoi dans ce cas-là? De laisser ouvert ou disperser l'information qui peuvent peut-être impliquer Cheney et ses confrères dans ce complot, en fait, contre Mme Plame. Okay. Et donc, c'est une sorte de... Il est très ouvert, Obama, dans ce cas. L'effort de se présenter comme... pas un comédien, mais un homme comme d'autres hommes. Donc, on l'a vu. Et il y a ce cas-là, il y a le cas des photos sur la torture à Abu Ghraib. Et est-ce qu'on peut dire, bon, pour ce qui concernait le passé, il a été, enfin, moins transparent qu'on ne l'aurait voulu, mais pour ce qui concerne le processus de gouvernement de son administration, est-ce qu'il est plus transparent que ne l'étaient des... Je crois non. Ah oui? Parce que je crois qu'il est comme d'autres précédents, il veut dissimuler comment opérer la présidence elle-même. Et il veut dissimuler ou peut-être protéger le pouvoir de l'exécutif. Et dans ce cas, s'il faut dissimuler ou contrôler l'information pour augmenter son pouvoir, il va le faire. Est-ce que c'est également votre perception? Je crois que oui. Et aussi, je crois qu'on doit voir comme une division entre Obama personne, icône, image, et Obama président, administrateur. Et je crois que toutes ces vidéos, tout ce que nous voyons dans leur site, ça, c'est pour augmenter l'image de Obama icône, Obama image. Et ça me donnait l'idée comme des émissions reality TV qui apparaissent comme ils ne sont pas mis en scène, mais ils le sont. Et il y a un script. Et c'est aussi, je crois que les producteurs des vidéos, des pages web d'Obama fait une sorte de reality television. Avec tous ces derrière le décor, on le voit avec sa femme, ses enfants. Bon, alors, c'est intéressant ce que vous dites et à la fois un peu terrifiant parce que, donc, voici quelqu'un qui est en train de faire des changements massifs dans l'orientation du pays, des changements qui étaient attendus, des changements qui sont soutenus, qui a promis, entre autres, la transparence et qui génère énormément de mise en scène. Vous parlez de l'icône Obama, mais pourtant qui ne semble pas changer dans la nature des choses le degré de transparence. Alors, je pose la question. On sait que pour faire passer une loi qui donne aux 45 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance maladie une couverture médicale, il faut convaincre les derniers sénateurs du centre, ceux dont on parlait tout à l'heure, de changer leur vote. Et pour ce faire, c'est comme on entre dans l'usine de saucisses. Là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas voir. Alors, est-ce que c'est dans la nature du pouvoir que des choses doivent, peu importe la qualité du président, doivent ne pas être publiques? Oui, je crois deux choses. C'est dans la nature du pouvoir, mais aussi dans la nature de l'État moderne, l'État bureaucratique, l'État actif. C'est ici, c'est aux États-Unis, je crois que c'est en Europe, je crois au Canada, c'est la même chose. C'est une dynamique qui relève de l'exercice du pouvoir. Et que, donc, le candidat Obama n'avait pas compris qu'il devrait être plus opaque qu'il ne le voulait, ou il l'avait compris et... Je crois qu'il a bel et bien compris. C'est aussi un autre... c'est comme emballer, faire un package Obama pour vendre. Et puis, quand il est entré dans le White House, il a vraiment ouvert les dossiers et vraiment
pas compris, mais a commencé à agir comme le président. Mais c'était pas le premier président qui a fait les enregistrements. Il fait les enregistrements, disons, ouverts avec vidéo et il partage parce que Nixon et même Johnson ont fait des enregistrements qui étaient secrets pour des raisons différentes. Oui, mais là, on n'a pas les enregistrements des discussions dans le bureau ovale, encore pour quelques années. Ben, je vais quand même me porter à sa défense un petit peu parce que je sais qu'ils ont mis en ligne sur Internet des projets de loi sur la relance économique beaucoup plus que ne l'avait fait Bush. Il y a davantage de documents publics qui sont disponibles. Tout le projet d'aide financière est disponible sur Internet. Il y a quand même des éléments où il y a un peu plus de lumière qu'il n'y en avait avant. Mais si on essaie d'analyser les projets de loi ou le budget, c'est si compliqué. Il faut avoir une analyse. C'est un peu faux de prétendre qu'on peut mettre tous ces détails en ligne et dans cette façon ouvrir le gouvernement. Ah, mais c'est quand même mieux que rien. C'est mieux de les avoir en ligne que de ne pas les avoir en ligne. Donc, les experts de gauche et de droite peuvent avoir un accès direct. Les professeurs de l'Université de Californie peuvent aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'article 28B, alinéa 4, section 8. Mais en même temps, s'il essaie de créer l'impression que toute l'administration est ouverte et que tout est en ligne, c'est le problème. Il y a des détails, il y a les projets de loi qui sont maintenant plus abordables, en fait. Mais en même temps, il y a beaucoup de domaines où il reste très, très traditionnel. Dernière question sur l'icône Obama. Vous dites qu'Obama est devenu, c'était apparent pendant la campagne, est devenu une icône. On a pu penser que la présidence allait le ramener sur Terre, mais ce n'est pas ce qu'on observe. Je dirais que si on regarde d'autres présidents comme John F. Kennedy, même Nixon, ils deviennent tous une icône d'une certaine façon. Alors, je crois que c'est trop tôt dans la présidence d'Obama maintenant de voir qu'est-ce qui va devenir de son image. Je crois qu'il faut attendre au moins après les élections de mi-session dans quelques années et puis après la prochaine élection. Je crois que c'est vraiment trop tôt et que le public américain et puis nous autres, on essaie de comprendre exactement ce qui se passe, qui est cette personne, quelle est son administration, parce qu'il y a énormément de différents changements en même temps. Changement de niveau politique, changement de niveau administratif, changement de niveau style. Et ça prend du temps pour... Ce qui est déjà extraordinaire, c'est que vous avez fait la liste des changements et vous n'avez pas dit changement de couleur. On a presque oublié qu'il était noir. Sarah Friedman, vous savez, on termine ces entrevues avec une plage musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous et pourquoi? Oui, j'ai choisi la plage Yes We Can de will.i.am, qui est un collage à partir d'un discours que Obama a fait, et will.i.am a rassemblé un nombre de personnes. will.i.am, c'est un drôle de nom, mais c'est le nom d'un rappeur américain. Oui, mais c'est William. William, elle a mis des points pour faire ironiser un peu son nom. C'est un rappeur américain qui a fait ce type de collage musical qui est devenu en sorte comme l'hymne national des campagnes de Obama durant les élections. Alors, je crois que c'est apte à écouter ça. C'est magnifique. Et voir aussi. Et pour quelqu'un qui a déjà écrit des discours, de voir qu'il y a un discours qui était suffisamment lyrique pour que des artistes collent de la musique et que ça marche, c'est vraiment un témoignage de la qualité aussi de l'écriture du discours et de la qualité de celui qui le prononçait. Charles Noble, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sarah Friedman merci aussi. Beaucoup. Et nous écoutons, grâce à vous, will.i.am et ses amis interprétés avec Barack Obama, Yes We Can. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was
Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Planète Terre. Je suis Christine Fréchette, en remplacement de Jean-François Lisée. Je suis coordonnatrice à la chaire d'études politiques et économiques américaines au Cerium et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux de nos invités qui ont participé à l'école d'été sur les États-Unis qui s'est tenue en juillet dernier et qui était intitulée l'an 1 de la présidence Obama. Alors, permettez-moi de vous présenter tout d'abord Greg Robinson, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Robinson est spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et plus particulièrement de l'enfermement des Américains d'origine japonaise durant cette période. Il est l'auteur d'un ouvrage publié récemment, l'été dernier, intitulé « A Tragedy of Democracy, Japanese Confinement in North America ». Bienvenue, Monsieur Robinson. Merci. Et j'ai également avec moi M. Robert Schwarzwald, directeur du département d'études anglaises à l'Université de Montréal et également l'un de nos co-directeurs de l'école d'été sur la présidence Obama. Il publiait récemment dans le bulletin de l'Association des départements d'anglais un texte sur l'internationalisation des curriculums d'études anglaises. Donc, bienvenue, M. Schwarzwald. Merci. Alors, dans le cadre de la présidence, de l'école d'été sur la présidence Obama, il a notamment été question, grâce à vous, des débats identitaires et culturels qui ont cours aux États-Unis, ceux qui y ont eu cours et ceux qui restent dans le portrait politique américain. Alors, M. Robinson, pour le peu qu'on s'intéresse à la politique américaine, on bute rapidement sur cette question des guerres culturelles. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les sujets de ces guerres culturelles et en quoi elles influencent la dynamique politique américaine? On a souvent fait allusion à des guerres culturelles comme étant God, Guns and Gays, c'est-à-dire Dieu, les armes à feu et les gays. C'est une façon un peu méprisante d'aborder la chose. C'est plus la question de l'identité ethno-raciale, de la liberté sexuelle, du contrôle des mœurs et des autres sujets qui sont plus parfois émotifs. Je pense quand même que ça joue d'une influence importante sur la société américaine et ça risque d'influencer fort l'administration Obama, question dont le président est lui-même conscient. Et est-ce que ces guerres sont portées davantage par l'un ou l'autre parti, entre les républicains et les démocrates? Je pense que c'est l'intérêt de certaines souches des partis de véhiculer les préjugés là-dessus. Par exemple, sur l'immigration, il y a des gens qui sont des États frontaliers qui vont récupérer l'attention et le soutien en abordant les préjugés envers les immigrants et la peur de l'immigration. Par contre, les gens du mainstream, les chefs des partis, préfèrent éviter normalement ces sujets un peu touchy qui risquent de diviser l'électorat. Qui est quand même partie prenante de toute dynamique, de tout rapport politique, tout rapport de pouvoir, cette question de division des troupes. Oui, mais Obama en particulier s'est porté en rassembleur. Il a essayé de ne pas attiser les haines et les colères et de trouver un moyen de passer à travers ces questions orageuses qui risquent de diminuer son efficacité sur l'économie sans pour autant renoncer à ses positions clairement exprimées et ni pour aliéner son électorat de base, qui sont les progressistes, les avocats de l'avortement ou de choix de l'avortement des droits des minorités. Alors, M. Schwarzwald, comme le rappelle M. Robinson, le candidat Obama, tout comme le président Obama, se réclame, en fait, se veut le chantre de l'unité des États-Unis, de la fin des États-Unis binaires, soit rouge ou bleu, rurale ou urbaine, blanche ou noire. Est-ce que ce faisant, en fait, il ne nie pas l'existence des guerres culturelles ou c'est plutôt qu'il considère que son cheminement le dote d'une capacité à trouver des terrains d'entente entre les différents groupes que se livrent ces guerres culturelles? Je crois que ce qui distingue M. Obama, c'est sa volonté de reformuler les anciennes questions. Ça veut dire qu'il nie pas l'existence de ces différences, mais il veut sortir les États-Unis des manières traditionnelles et infructueuses de mener ces débats. Et ce qu'il dit, par exemple, dans son discours sur la question raciale qu'il a présenté l'année dernière et qui était tellement décisif dans le déroulement de la campagne, c'est qu'il faut d'une part reconnaître les sources de colère de chaque groupe, par exemple,
En même temps, il ne faut pas céder à cette colère. Il faut trouver des thèmes rassembleurs. Il faut être honnête les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et il a donné à l'électorat américain un choix. Il dit très clairement dans ce discours, on peut bien sûr mener le débat comme on a fait au passé. On peut examiner chaque phrase de chaque candidat pour trouver un soupçon de racisme, un soupçon de méfiance. Mais si on fait cela, nous allons rater une grande possibilité, une grande occasion historique. Et c'est vrai que lui, il se pose comme quelqu'un qui peut amener les États-Unis vers un nouveau débat, vers une nouvelle unité. Est-ce que vous considérez qu'il a eu quelques gains dans cette perspective depuis son assermentation, depuis son avènement au pouvoir? Est-ce qu'effectivement, on voit déjà des changements s'opérer et s'inscrivant dans cette volonté de travailler davantage ensemble, ou si plutôt c'est la façon de faire habituelle qui prévaut et que les républicains ne veulent pas trop jouer à ce jeu? Je crois que c'est les deux. Ouais. D'une certaine manière, c'est tout à fait vrai qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à se faire rassembler, si je peux dire comme ça. Ils ont intérêt à mener la politique comme c'est fait depuis quelques décennies, et ils cherchent toutes les occasions et tous les moyens pour retourner à cette espèce de vie politique. Mais par contre, je crois que ce qui a beaucoup changé aux États-Unis, c'est l'ambiance sociale. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus dissibles, si je peux dire comme ça. Il y avait dans les paroles célèbres de George Bush, « You're either with us or you're against us », qu'il énonçait au moment du 11 septembre. Mais en effet, c'était une attitude qui caractérisait toute sa présidence. Oui? Donc, il y avait très peu d'ouverture pour les idées nouvelles. Si ces idées-là ne correspondaient pas exactement à la ligne idéologique de la présidence Bush. Et il y avait un coût à payer pour cela dans plusieurs secteurs, en commençant avec la guerre en Irak. Donc, je crois qu'il y a un climat qui se donne plus facilement au débat. Il n'est pas question d'être en accord ou en désaccord avec tout ce que Obama propose ou tout ce qu'il dit, mais les gens ont l'occasion de débattre plus honnêtement, me semble-t-il. Et si l'on va sur le terrain plus religieux, M. Robinson, au cours des années 80, c'est davantage chez les républicains que l'on entendait cette ferveur religieuse être clamée par les politiciens. Et au cours des dernières années, on a l'impression que les démocrates ont un peu emboîté le pas aux républicains. On entend de plus en plus de références religieuses dans les discours, comme si même chez les politiciens démocrates, on ne pouvait plus faire fi de ce thème-là, les croyances religieuses. Et Obama en est un exemple. Il a des références... Jusqu'à un certain point, c'était les démocrates qui l'avaient commencé, surtout Jimmy Carter, qui était le premier président born again, qui était le pionnier à s'afficher sa foi chrétienne sur la scène publique, même s'il a été opposé par la suite par beaucoup de conservateurs religieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a moins parlé parmi les démocrates de la foi chrétienne et le sens que George W. Bush a beaucoup gagné de son affiliation avec les chrétiens avait inspiré les démocrates à trouver des moyens. Avec Hillary Clinton, c'était pas très réussi de parler pendant 15 minutes de sa grande foi chrétienne lorsqu'elle entre jamais dans l'Église. Mais c'est sûr que Obama représente un virage. Il représente un démocrate qui est plus confortable, plus à l'aise à parler de sa foi chrétienne et à citer les saints évangiles dans son discours d'investiture, mais toujours avec la connaissance que tout le monde n'est pas comme ça. Il a été le premier président de parler dans son discours d'investiture d'être une famille de chrétiens, de juifs, de musulmans et de non-croyants. Ouais. Et d'ailleurs, il reconnaît l'existence de ce groupe de non-croyants. Est-ce que c'est peu commun chez les présidents américains d'y faire référence?
Oui, c'est originaire avec Obama, de même façon qu'il a dit ma mère, qui était la personne la plus spirituelle de ma vie, a quand même été hostile à la religion organisée. Donc, il a voulu rejoindre les gens avec la foi, même une foi non religieuse, avec les croyances en Dieu. Et ces références aux écrits religieux, par exemple, est-ce que ça crée des tumultes chez la base démocrate qui, elle, ne souhaite pas qu'on lie comme ça politique et religion? Je pense que pour lui, on le prend pour argent comptant parce qu'il est religieux, il est inscrit dans une église depuis longtemps. Par contre, c'est l'affiliation au Reverend Wright qui a failli le sombrer pendant la campagne présidentielle à cause des idées un peu farfelues du Reverend Wright. Mais je pense que c'est plutôt les gestes qu'il a faits vers la droite religieuse, de garder les faith-based programs du président Bush qui donnaient l'occasion aux organismes confessionnels de jouir des fonds publics, et son invitation au pasteur évangélique Rick Warren à donner la bénédiction lors de son investiture. Ces actions ont suscité les oppositions, mais pas sa foi en soi. M. Schwarzwald, président Obama a indiqué à ceux qui militent là, pour la fin de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle qu'il pouvait compter sur son appui, qu'il pouvait voir en lui un allié. Or, ce que l'on constate au cours des derniers mois, c'est qu'on le sent un peu frileux, ce président Obama, pour vraiment mettre de l'avant des actions qui viendront mettre un terme à la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Est-ce que c'est simplement une question de temps avant que l'on ne voit ce président passer à l'action, ou si finalement on fait face à un président dont les croyances religieuses peut-être limitent sa volonté d'action, ou un président qui encore veut tellement rallier tout le monde qu'il risque de moins agir sur cette dimension? Oui, c'est une très bonne question. Même si le président Obama dit que c'est à cause de sa foi chrétienne qu'il croit que le mariage, par exemple, c'est entre un homme et une femme, je ne crois pas que c'est précisément pour les raisons religieuses qu'il est un peu frileux, comme vous le dites, vis-à-vis de ces questions. Je crois que d'abord, il est probablement hanté d'une certaine mesure par l'expérience du président Clinton, qui a vu ses premiers mois de présidence tourner en catastrophe par le débat soulevé sur la question de la présence des homosexuels dans l'armée. Oui, et donc, je crois que pour le président Obama, il est question de mener les premiers mois de sa présidence sous le signe du succès, et que probablement lui et son équipe prennent le pouls, si je peux dire comme ça, du climat politique américain et les questions qui ne sont pas à privilégier à tout d'abord. Cela dit, c'est vrai que chez la communauté gay américaine, on commence à se poser des questions parce que, par exemple, certaines mesures qui figuraient de manière très prééminente sur les sites web du candidat Obama sur l'idée de mettre fin à cette politique de « don't ask, don't tell », par exemple, ont disparu ou ne sont trouvables que dans les lieux plus difficiles à trouver, pour ainsi dire, sur les sites. En même temps, parce que vous voyez, c'est vraiment d'un côté de l'autre, à l'occasion du 40e anniversaire du soulèvement de Stonewall, ça veut dire ce bar à New York où la clientèle gay s'est révoltée contre les policiers qui ont fait une descente dans le bar et qui est reconnu peut-être comme la prise de la Bastille gay. C'est-à-dire que c'est le moment symbolique qui initie l'époque de la libération gay. Obama a invité les représentants de la communauté gay à la Maison-Blanche, où il a dit « Bienvenue à votre maison », où il a dit qu'il voulait être jugé par ses actes et pas par ses paroles, et où il semble donner la promesse de satisfaire aux revendications gays dans les mois à venir. Donc, je crois qu'il y a
tous ces éléments qui sont en jeu et il va falloir regarder un peu plus longtemps avant de dresser un bilan plus définitif. Mais est-ce qu'il n'a pas lui-même augmenté sa propre tâche de conviction auprès de ses communautés en choisissant Rick Warren pour faire la bénédiction lors de son assermentation? On dirait que déjà, il a voulu donner du crédit à la thèse. Je pense que le calcul opposée. politique a voulu il pensait avoir plus à gagner de l'invitation à Rick Warren qu'à perdre des gens. Je pense qu'il a fait preuve d'une maladresse. Et peut-être encore l'anniversaire de Stonewall, où il a librement associé les réclamations d'égalité des gays et lesbiennes avec le mouvement des droits civiques. Il a dit, je ne vais pas vous demander d'être patient, pas plus qu'on allait demander aux lutteurs contre la ségrégation raciale d'être patients. Donc, associant l'égalité des gays et lesbiennes avec les Noirs, thèse contestée par beaucoup de Noirs plus conservateurs. Notons bien en appuyant les droits des gays et lesbiennes, il n'a pas parlé de mariage. Et donc, peut-être pense-t-il trouver un moyen de sortir, de passer à travers la question du mariage en appuyant fermement les autres droits, les autres réclamations de la communauté gay et lesbienne. Vous trouvez que c'est un geste malhabile? Oui, je dirais en même temps, et je suis tout à fait d'accord que c'était un calcul en invitant Rick Warren. Il devait savoir très bien que ça allait déplaire à la communauté gay. En même temps, je dirais, comme observateur du climat social, que le discours de Rick Warren à l'investiture était relativement prudent, dans le sens où il aurait pu dire des choses bien plus offensives. Et ce n'est pas Rick Warren à côté de George Bush ni de John McCain, mais Rick Warren à côté de Barack Obama. Et donc, tout en avouant que c'était un geste qui n'était pas très bien accueilli par la communauté gay, je dirais en même temps que le climat social, l'ambiance ne permettait pas à Rick Warren d'aller jusqu'au bout de sa réflexion. Et ça n'a rien à voir avec Rick Warren en tant que tel, mais plutôt, je trouve que c'est très symbolique d'une nouvelle époque et d'une véritable transformation initiée par la présidence Obama. Mais c'est bien probable avec les événements en Californie, le renversement du mariage gay par le référendum qui a réduit la marge de manœuvre globalement des démocrates pour à la fois s'opposer au mariage gay et s'opposer au référendum et aux lois pour interdire le mariage gay. Obama sera peut-être obligé de trancher plus fortement dans les mois à venir. Et pour parler des guerres raciales rapidement, est-ce que l'avènement d'un Afro-Américain à la présidence américaine est une mauvaise nouvelle pour ceux qui militent pour la fin de la discrimination basée sur la race? En ce sens que le fait qu'on ait maintenant élu un Afro-Américain au poste le plus important sur le plan politique, est-ce que ça ne vient pas retirer des arguments à ceux qui considèrent qu'il y a encore beaucoup d'obstacles qui persistent pour ceux faisant partie d'une communauté culturelle? Je dirais que ça rend plus complexe la donne. Je dirais qu'un président noir va servir de bon modèle pour les Blancs et les jeunes Noirs et aussi provoquer, comme l'a fait son investiture, plus de dialogue entre les Blancs et les Noirs pour bien résoudre des questions. Ceci dit, bien sûr, il est probablement plus difficile pour des militants noirs de faire valoir des réclamations face à un président noir. Plus difficile pour eux de dire qu'il y a des barrières absolues, mais il y a toujours des barrières relatives. Et il reste à voir si Obama lui-même sera dans l'obligation de repousser plus fermement les revendications dites spéciales des Noirs, parce que pour se garder l'image auprès de la grande population. On a attendu longtemps avant l'arrivée d'un premier président afro-américain. Est-ce que, M. Schwarzwald, vous considérez qu'il faudra encore attendre très longtemps avant l'arrivée d'un premier président non-croyant? Très longtemps. Très longtemps. Je crois que
dans le discours américain que ça va être très difficile pour quelqu'un qui s'affiche comme non-croyant de se faire élire à la présidence. C'est un constat. Ce n'est pas... je trouve qu'il y a bien des changements culturels qui sont signalés par l'élection du président Obama. Je trouve ce qui est important, c'est qu'on fait la distinction entre la foi et le culte. Et je trouve que c'est déjà quelque chose de très important quand Barack Obama parle de sa mère comme un être spirituel. Quand il parle même à son appartenance à une église, il le fait en situant l'église dans une tradition historique et communautaire. C'est par sa participation à l'office du Trinity Baptist Church, par exemple, à Philadelphie, qu'il ressent de manière très concrète comment il est lié à cette tradition et à cette histoire africaine-américaine. Donc, ce n'est pas l'idée de la religion organisée en tant que telle. Ce n'est pas l'idée que pour être spirituel, il faut absolument appartenir à un tel ou tel culte. Mais aller de là à la non-croyance, je crois que c'est un grand pas. Et je ne vois pas pour le moment comment les États-Unis vont le franchir. À ce point. Peut-être militaire à un moment donné. Voilà. Comme Colin Powell aurait pu être élu, peut-être en tant que premier président noir si c'est représenté. Je pense qu'on permette aux gens d'un prestige gagner des autres domaines et surtout l'armée plus de marge de manœuvre sur ces questions. C'est un peu effrayant quand même. Il faut un autre type d'allégeance. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais bien que vous nous proposiez une trame musicale qui s'avère symbolique pour le sujet dont nous venons de discuter. Monsieur Robinson, qu'est-ce que vous nous proposeriez? Moi, je dirais la chanson qu'Aretha Franklin a chantée à l'invitation du président lors de son investiture. Le 20 janvier dernier. My country, 'tis of the sweet land of liberty, of the I sing. Il a fait ça consciemment parce que c'était en 1939 que la cantatrice noire Marian Anderson, qui avait été exclue d'une salle de concert à cause de sa race par les Daughters of the American Revolution, avait été invitée par le gouvernement de l'administration Roosevelt à chanter devant le Lincoln Memorial. Et elle a chanté pour une grande foule et c'est considéré comme une avant-garde du mouvement des droits civiques. Voilà, qui est fort chargé en symbolique, M. Schwarzwald. J'allais suggérer une autre chanson. Vous n'êtes pas obligé de chanter, hein? Non, je ne vais pas le chanter, mais c'est intéressant parce que Aretha Franklin est venue à mon esprit aussi, mais c'est la chanson Respect, respect. Et je trouve que c'est une chanson tout à fait pertinente à cause de la détermination par M. Obama de changer le ton des débats politiques américains. Lui qui par tempérament est très modéré. Je ne parle pas de ses propos politiques, mais je parle de sa façon de vouloir éviter à tout prix la surenchère qui demande aux citoyens de se respecter dans les débats, dans les différences sur les questions politiques. Et voilà. Voilà, qui conclut bien sur une note, en fait, d'idéalisme et d'optimisme et d'espoir, je dirais, pour rappeler, en fait, les valeurs qui ont été au cœur de la campagne du président Obama. Alors, en vous remerciant, M. Schwarzwald et M. Robinson, de cet entretien, et au plaisir de vous revoir à une prochaine école d'été du Cerium. Merci. Merci. Voilà, c'était Planétaire pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous indique que si vous voulez avoir des liens vers les ouvrages dont nous avons discuté, vers les biographies de nos invités
ouvert cette émission ou les autres émissions planétaires précédentes. Elles sont disponibles en ligne sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les annonces de nos conférences publiques pour les semaines à venir. Vous y êtes conviés. Elles sont en accès libre. Merci à l'équipe technique de Planétaire pour cette semaine, Luc Laflamme, Ognian Guerriev et Jean-François Da Silva Larue. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.